Quel avenir pour la langue française dans le monde? Comment la défendre concrètement? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre en cette semaine de la langue française et de la francophonie. Bonsoir Xavier Nort. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes commissaire principal du parcours de visite de la Cité internationale de la langue française, inaugurée au mois d'octobre dernier au château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne en France. Alors hier, nous parlions ici même du lancement de ce grand festival qui va courir justement jusqu'à ce sommet qui aura lieu les 4 et 5 octobre. Alors la dernière fois que la France a été le pays hôte, c'était en 1991, il y a 33 ans. Avant de parler concrètement vraiment de la langue française, des langues françaises dans le monde, quel est selon vous l'enjeu, s'il y en avait un grand pour cet événement? Ce sera l'occasion de réaffirmer une solidarité, celle qui rassemble les États qui se reconnaissent dans un rapport plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, dans une référence commune à la langue française, de réaffirmer donc ce lien fondateur qui justifie l'existence de cette grande organisation internationale. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais ce qui justifie une organisation internationale de la francophonie, c'est quand même la langue française. Même si cette organisation s'assigne pour objectif l'aide au développement, l'éducation, et puis il y a des enjeux économiques qui peuvent rassembler ces États. En quoi, selon vous, Xavier Nort, une langue, pas forcément dans la langue française, mais en quoi une langue, ça peut être valable pour le monde hispanophone, lusophone, dont on va parler, anglophone, en quoi une langue, elle est l'un des principaux vecteurs liants entre les peuples et les cultures? Tout simplement parce qu'une langue, c'est une certaine manière de découper la réalité, c'est une certaine manière de produire le sens, c'est une certaine manière de s'orienter dans l'opacité du monde, si vous voulez. C'est d'ailleurs un des sens du mot sens, n'est-ce pas? C'est une direction, c'est ce qui vous donne une direction. Il y a un partage. Et alors, cette manière de produire le sens, eh bien, nous le partageons avec un certain nombre de peuples. La France, c'est évidemment très loin d'en être la seule dépositaire, loin s'en faut, puisqu'il y a beaucoup plus de francophones en dehors de France qu'en France même. Alors la francophonie, c'est un terme comme ça qui peut paraître abstrait. Vous avez coutume de le rappeler, il y a la francophonie avec le petit f et avec le grand F. Le grand F, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Louise Mouchéki-Wabo, la secrétaire générale, était hier l'invitée de Patrick Simonin. Et puis avec le petit f, c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est ce partage en commun à travers les continents dans le monde. 321 millions de locuteurs. C'est un chiffre, souvent on vous interroge pour dire est-ce qu'il est fiable ou pas. C'est une moyenne, on pourrait dire que ça peut aller de 100 millions jusqu'à beaucoup plus. Voilà, c'est un dénombrement, celui de l'Observatoire de la langue française au sein de l'OIF. Il est relativement vraisemblable. C'est l'ensemble des parlants français qui maîtrisent cette langue et qui en font un usage fréquent. Voilà. Et un usage quotidien, souvent. Les vecteurs de cette francophonie, n'oublions pas évidemment les enseignants, les écoles de par le monde, TV5 Monde, qui est un des opérateurs de la francophonie, et puis les instituts français, les alliances françaises. Comment ce maillage participe au quotidien, et pas seulement cette semaine, à la bonne santé de la langue française? C'est un maillage qui est très fin, parce que ça permet d'irriguer un territoire qui aujourd'hui est un territoire largement dématérialisé, largement déterritorialisé, parce que ce qui caractérise notre modernité, c'est l'existence de grands espaces géolinguistiques qui ne sont pas nécessairement assis sur des territoires et qui existent très fortement sur Internet et qui rassemblent aujourd'hui des locuteurs qui peuvent se retrouver dans cet univers virtuel et où il est essentiel que le français garde sa place. Alors les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Le slogan des JO organisés à Paris a beaucoup choqué Make for Sharing, alors que l'une des langues de l'olympisme, c'est le français. C'est quelque chose que vous regrettez en tant que citoyen, à titre personnel? Bien sûr, puisque les Jeux Olympiques, dans leur forme moderne, dans leur forme contemporaine, ont été recréés par Coubertin. C'est donc une invention française, si vous voulez, et le français est quand même une des deux langues officielles des Jeux Olympiques, et d'ailleurs la langue qui fait référence en cas de litige. Fait pour être partagé, on aurait pu le traduire autrement, mais en tous les cas, il y avait moyen de le faire. Alors, je lisais dans la presse certaines entrevues que vous avez données, et il y a un point que je trouve très intéressant. On dit souvent que l'avenir de la francophonie se trouve en Afrique, et donc l'essor de la langue française, pour des raisons d'abord démographiques, mais pas seulement. Vous dites oui, mais il y a un mais, et c'est très intéressant, vous comparez l'espace francophone à d'autres espaces, et vous dites qu'il n'est pas structuré pareil. Mais ce n'est pas du tout structuré de la même manière que l'espace hispanophone ou l'espace lusophone, parce que l'espace hispanophone, dans l'espace hispanophone, les locuteurs de langue maternelle espagnole, c'est 4 locuteurs sur 5. C'est le grand bassin latino-américain, évidemment la péninsule ibérique. L'espace lusophone, c'est les lusophones de langue maternelle portugaise, c'est 9 sur 10. Alors que
pour l'espace francophone, les locuteurs de langue maternelle française, c'est 3 sur 10. C'est très peu. En réalité, très peu, c'est relativement peu. C'est l'Hexagone, Wallonie-Bruxelles, la Suisse romande, le Québec, bien sûr, puis quelques communautés ça ou là. Mais ce sont donc des bassins de population très restreints par rapport à la francosphère dans son ensemble. Ouais, mais quand je dis le français, c'est une langue seconde. Ouais. Ça n'est pas nécessairement une langue maternelle dans le monde. Est-ce que ce chiffre n'a pas baissé? Parce que si on prend l'Algérie au Vietnam, pour celles et ceux qui ont eu la chance d'aller dans ces deux pays francophones, même si l'Algérie, rappelons-le, n'est pas membre officiellement de l'OIF, mais en tout cas francophone concrètement, c'est en perte de vitesse. En chiffre absolu, il n'a pas baissé, il a même augmenté légèrement, mais par rapport aux grandes évolutions démographiques, effectivement, il y a un certain recul. Parce que dès lors que le français n'est pas une langue, je dirais, maternelle, eh bien, elle est transmise pour l'essentiel par l'école, par les systèmes éducatifs. Et il suffit que ces systèmes éducatifs soient en difficulté ou défaillants, il suffit que la volonté politique de promouvoir cette langue s'émousse, comme on a pu le voir, ou comme on peut le voir dans certains pays africains, pour que cette langue se trouve dans une situation de fragilité. Oui, en fonction des tensions géopolitiques, notamment quand c'est la langue maternelle, on ne peut pas faire autrement, forcément, on la parle, c'est une langue vivante. Exactement, exactement. Le français a cette particularité, parce que c'est une langue seconde, de se trouver naturellement en situation de dialogue avec un très grand nombre de langues. C'est une langue qui est confrontée naturellement à la pluralité linguistique. Mais le revers de cette situation, c'est une forme de fragilité. C'est le revers de la médaille. Commissaire principal du parcours de visite de la Cité internationale de la langue française, on se souvient de ces belles images qu'on va revoir notamment dans ce magnifique lieu, cette verrière avec des mots écrits en français. Comment vous, est-ce que vous allez prendre part ces prochains mois jusqu'au sommet à ce festival d'ailleurs, et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur ce parcours d'ailleurs? Ben moi, je vais tenter de contribuer je dirais, à attirer des visiteurs vers cette très belle cité, vers ce parcours auquel j'ai eu un plaisir particulier à contribuer, puisque j'en ai assuré la conception avec un groupe de spécialistes au sein d'un commissariat scientifique. Alors, tiens, j'ai oublié de le signaler d'ailleurs, effectivement, puisque vous avez un livre qu'on peut signaler peut-être. Oui, ce qui s'intitule Le livre d'une langue. On va le voir à l'image. Alors, c'est un catalogue sans être un catalogue, c'est un ouvrage collectif en effet. C'est le parcours de visite sans être le parcours de visite. Il accompagne le parcours de visite, le commente, l'approfondit. Il a été dirigé par Barbara Cassin, qui nous a fait donc l'amitié de le diriger. Elle avait contribué à la conception du parcours de son côté. Et alors, c'est un ouvrage qui, à mes yeux, présente un intérêt particulier parce que, justement, il accompagne cette aventure du français, c'est le titre du parcours de visite. C'est une aventure à côté de l'aventure du français. Il présente les différentes séquences du parcours, mais dans un ordre un peu différent. Et c'est aussi une manière de dire que le parcours, ça n'est pas quelque chose de définitif. On n'a pas essayé d'ailleurs de proposer aux visiteurs une doctrine, une thèse. On l'incite à construire son jugement. C'est un parcours parmi d'autres. Et c'est un peu le message du livre d'une langue. D'ailleurs, l'ouvrage s'intitule Le livre d'une langue et non pas le livre de la langue française. Ouais, d'une langue. Et ça n'est pas un hasard. Une langue parmi d'autres, une langue en dialogue avec d'autres, ce qui est aujourd'hui une des définitions de la francophonie. Et l'importance des livres, bien entendu, et des écrivains et des écrivaines. Rappelons que Villers-Cotterêts est la ville natale d'Alexandre Dumas. Dumas, bien entendu. Alors, il y a aussi un des points qui vous caractérise dans votre réflexion, c'est la manière de défendre concrètement la langue française. Vous dites que la meilleure manière de la préserver, c'est, y compris sur Internet d'ailleurs, vous dites c'est de créer en français, d'inventer des notions en français, des actions même en fait. Oui, et des notions qui n'existent nulle part ailleurs, et qui n'ont pas de nom ailleurs d'ailleurs, qui n'ont pas d'étiquette, puisque une notion, en général, elle a une étiquette qui est un mot qui la désigne, si vous voulez. C'est marrant que vous disiez étiquette prête à porter, par exemple. Absolument. Dans le parcours, il y a d'ailleurs un dispositif assez amusant, enfin, qui amuse les visiteurs. C'est une centaine d'objets qui désignent des mots, enfin, qui renvoient à des mots du français.
qui se sont infiltrés dans des autres langues. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que de toutes les langues du monde, c'est au français qu'historiquement, les langues du monde ont le plus emprunté. C'est vrai. Restaurant, toilettes, enfin, etc. Y compris l'anglais d'ailleurs, avec un titre un peu provocateur du professeur Cerchilini, l'anglais. Et massivement l'anglais. Ouais, avec l'anglais, l'anglais. on a eu des allers-retours. Rendez-vous, prêt à porter, laissez faire. Alors il y a un exemple aussi que je trouve fameux, Oui. c'est le général de Gaulle. Oui. Alors là, racontez-nous. Le général de Gaulle, comme vous le savez, il préconisait un certain mode de relation entre les deux blocs. Il voulait avoir une voie autonome. En pleine guerre froide, Union soviétique, États-Unis. Les États-unis. Et donc, il voulait désigner un mode de relation entre ces blocs qui ne soit pas un mode de relation d'antagonisme, de guerre, etc. C'est une question qui, aujourd'hui, a une certaine actualité, je dois dire. Et il s'est donc emparé d'un mot existant, détente, et il a désigné ce mode de relation sous le nom de détente. Et on dit détente, en géopolitique dans toutes les langues. Ouais. Vous voyez ? Donc il a inventé cette notion. On peut prendre un autre exemple. Au sein de l'Union européenne, par exemple, les Français ont proposé un concept qui est celui d'acquis communautaire. D'acquis communautaire, c'est l'ensemble des textes, des règles, etc., sur lesquels les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord. Eh bien, on dit acquis communautaire dans les 23 autres langues de l'Union, parce qu'il n'y a pas de véritable équivalent. De la même manière, start-up, si on avait inventé le concept avant, on aurait appelé ça jeune pousse dans le monde entier. Mais absolument, absolument. Et c'est ce qu'on constate d'ailleurs quand on regarde l'ensemble des inventions qui nous viennent d'outre-Atlantique ou des innovations technologiques, voire des pratiques culturelles. Elles nous arrivent dans une langue qui n'est pas nécessairement la nôtre, de sorte que on les emprunte, c'est avec une étiquette qui n'est pas la nôtre, hélas. Et pour terminer en quelques secondes, en fonction de nos humeurs, peut-être que nos mots préférés changent. En ce moment, vous, l'un de vos mots préférés dans la langue française, ce serait lequel ? Écoutez, de chic, je dirais, enfin, j'aime bien ce mot parce qu'il évoque pour moi des voyages. J'aime bien le mot caravelle. J'aime bien le mot caravelle avec son L final. C'est à la fois un navire historique, un très bel avion qui a disparu de nos ciels, mais voilà, qui nous fait encore rêver. Eh bien, merci de nous avoir fait rêver. Merci Xavier Nord. Bien entendu, on aura l'occasion de vous revoir d'ici le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en octobre. Merci à vous. Merci beaucoup.